Bienvenue dans un nouvel épisode de Mumpreneur, le podcast qui donne la parole aux mamans entrepreneurs, engagées, audacieuses et résolument humaines. Chaque mardi, on part à la rencontre d'une maman entrepreneuse et on se retrouve pour un épisode solo tous les derniers mardis de chaque mois. Découvre également les coulisses du podcast via la newsletter chaque mercredi. Et aujourd'hui, on vous emmène à la rencontre de Léa Indelang. Ça va, je le dis bien? C'est bon. Ouais. Alias Léa Wang Mama sur les réseaux. Une âme voyageuse, intuitive, fondatrice du collectif Yuzen, professeure de yoga et maman de 2 enfants. Elle a vécu 9 ans en Asie, a dit non à des chemins tout tracés, a osé des virages à 180 degrés. Toujours guidée, non pas par la raison, mais par une petite voix intérieure, son intuition. Dans cet épisode, on parlera de choix courageux, de maternité transformante, d'entrepreneuriat de cœur, mais aussi de galères, de doutes et de ses élans. Installez-vous confortablement, respirez un bon coup et laissez-vous inspirer. Alors, bienvenue Léa. Merci. Merci d'avoir accepté, répondu présente pour cet épisode. Avec plaisir. Est-ce que tu peux déjà te présenter en quelques mots, peut-être présenter tes enfants? Oui, donc je m'appelle Léa, j'ai 35 ans et j'ai 2 enfants, donc Noan qui a 5 ans et Luna qui a 3 ans. Noan est né à Shanghai donc et Luna est née en France. Et juste avant qu'on aille voir un peu plus loin son parcours qui est assez atypique, il faut le dire, peut-être revenir sur ce fil conducteur en fait, pour ta maternité, pour tous tes projets professionnels, que ça soit dans le salariat, entrepreneurial, pour tes choix de vie, de vivre à Shanghai, en Chine, puis revenir en France. Donc ce fil conducteur qui est l'intuition. Est-ce que tu peux déjà nous ramener ou nous rapporter en tout cas un moment marquant pour toi, d'un choix que tu as fait totalement irrationnel, mais guidé par ton intuition? Oui, je pense que je savais pas à l'époque que c'était l'intuition qui me guidait, mais un des premiers choix que j'ai fait, je pense, en suivant mon intuition, c'était de rester en Chine. Parce que je suis partie en Chine pour 9 mois, pour mes études. Et finalement, je suis restée 9 ans. Voilà, et au moment de décider, en fait, j'ai pas vraiment décidé, enfin, ça s'est juste fait naturellement. Et c'est comme ça, moi, que je reconnais l'intuition, c'est quand les choix s'imposent d'eux-mêmes. Et j'étais censée faire mes 9 mois et puis rentrer en France comme tous les autres étudiants. Et en fait, j'ai organisé un road trip en Asie en backpack avec ma sœur. Et quelques semaines avant, je me suis rendu compte, mais mince, je fais quoi après? J'ai plus de visa. Je fais quoi de toutes mes affaires qui sont à Shanghai? Je vais pas les trimballer dans mon backpack. Et du coup, comme ça, j'ai décidé de m'inscrire à l'université pour prolonger mon visa, apprendre le chinois et de rester là-bas pour essayer de trouver un boulot. Donc, Mais ça s'est fait sans plan et sans réfléchir, alors que je suis quelqu'un de très, très mental et qui cherche toujours une raison. Mais voilà, il y a des moments comme ça clés dans la vie où en fait, je fais les choses sans trop réfléchir. ça a été un tournant, on va dire, dans tes choix de vie aussi. Et est-ce que tu penses que la maternité, ça l'a révélé aussi ce côté un peu intuitif des choses? Ah bah oui, complètement. Parce que comme je disais, donc moi je suis très, très mentale, beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, et je pense que tout ça en fait, est venu couvrir mon intuition, alors qu'à la base depuis toute petite, je suis quelqu'un de très sensible, de très intuitive, de très créative, mais au fur et à mesure des années, ça s'est estompé, on va dire. Le mental a pris de plus en plus de place et en fait, la maternité, c'est venu tout chambouler. C'est venu tout chambouler. J'avais des grands plans de carrière, j'étais très ambitieuse à l'époque. Quand je suis tombée enceinte, j'étais déjà directrice marketing d'une start-up qui explosait à l'international. Et c'était pas le plan de tomber enceinte. Et en fait, donc ma première grossesse, j'ai fait du coup une dépression prénatale.
C'était pas la première fois que j'avais des soucis, on va dire, psychologiques, parce qu'à 15 ans, j'ai fait une tentative de suicide. J'ai été en hôpital psychiatrique. Voilà. Donc en fait, depuis mes 15 ans, mon chemin de développement personnel a commencé, on va dire. Et du coup, le fait de faire cette dépression prénatale, je connaissais ce chemin et je me suis dit: «OK, maintenant t'es plus toute seule, tu peux plus te laisser happer comme ça par tes peurs, par ton mental, te laisser déprimer et il faut que tu te prennes en main». Et j pendant cette période d'arrêt, donc j'ai été arrêtée, je crois 3 semaines, je sais plus, je crois que c'était 3 semaines. J'ai vraiment, reconnecté avec mon enfant intérieur. Donc j'étais à Shanghai, j'avais pas forcément d'accompagnement psychologique, j'avais beaucoup d'accompagnement bien-être, mais pas psychologique. Et ma mère m'a donné le contact d'un chaman qu'elle connaissait. Et donc j'ai été en contact avec lui à distance, et il m'a aidée à traverser cette période. Et à partir de là, je sais pas, il y a quelque chose qui a changé et je me suis dit: «Ben, maintenant tu es plus toute seule, donc tu dois prendre soin de toi pour prendre soin de lui». Et il y a aussi quelque chose qui a changé psychologiquement, parce que moi j'ai envie de dire à mes enfants, bah, qu'ils osent être qui ils sont, qu'ils osent vivre leurs rêves, mais en fait, bah, si moi je le fais pas, je leur montre pas d'exemple. Donc voilà, ça commence par moi. Merci pour tous ces partages ultra enrichissants. Tu penses que tu disais que tu avais découvert voilà, tous les métiers un peu du bien-être dès tes 15 ans, ça tu avais commencé à t'accompagner. Est-ce que tu penses que ça a aussi orienté ta connexion avec cette intuition? Ou en tout cas, ça l'a réveillée, révélée, ça a mis en tout cas Non. un mot dessus? Non, pas, j'étais trop jeune. J'étais trop jeune et je pense que j'avais beaucoup de travail à faire, sur moi-même. Bah, du coup, tu vois, j'ai travaillé pendant 15 ans. 14, ouais, jusqu'à 29 ans quand je suis tombée enceinte. Donc ça a pris du temps et en fait, je pense que j'avais besoin d'abord de déconstruire beaucoup de choses avant de réussir à me reconnecter à cette part de moi qui est, connectée justement à cette intuition. Et je pense que justement, ma vie en Chine m'a aidée à me déconditionner. Parce que tu avais pas de repères, donc tu devais tout déconstruire? Ouais, parce que, bah, j'avais plus de repères, donc j'ai dû recréer des nouveaux repères et qui étaient, totalement différents de ceux que j'avais en France. Où en France, je me suis toujours sentie, décalée, j'ai toujours l'impression d'être bizarre, de pas être comme les autres, de venir d'un autre monde. Et en Chine, en fait, bah, comme j'étais dans un environnement, ah oui, chinois, oui, mais avec beaucoup d'expats et donc très multiculturel, beh, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plein de manières de faire les choses différentes, il y avait plein de manières de penser et que, ben, j'avais le droit de faire comme je voulais. C'est pas parce que j'avais appris à être comme ça en France, dans ma famille, avec mon éducation, ma religion et cetera, que j'étais obligée de continuer sur ce chemin-là. Et du coup, donc je suis tombée enceinte ensuite, en Chine et c'est venu rajouter une couche par-dessus ça en me disant: «OK, qu'est-ce que je veux vraiment moi? Quel chemin je veux suivre?» Et voilà, donc je pense que ce travail de déconstruction, il a été vraiment important pour me permettre de me reconnecter à mon intuition derrière. Et si tu devais, le définir aujourd'hui, la définir l'intuition, ce que c'était, quel mot tu poserais dessus? Je sais que c'est pas un exercice facile. Ouais, si, en fait, le mien, le mot me vient tout de suite et pour moi, c'est notre nature. En fait, c'est naturel d'être, c'est simplement d'être connecté à nous-mêmes, à notre cœur, à quelque chose qui est plus grand que nous. On met le mot qu'on veut dessus, mais en fait, c'est dans notre nature et je pense que quand on est comme ça et au fur et à mesure, c'est, bah, tout ce qui vient nous conditionner, qui vient nous éloigner de tout ça et parce qu'on est dans une société qui est très dans le mental, qui nous oblige à prévoir les choses beaucoup en avance, qui nous oblige à nous sécuriser, à nous protéger, et c'est des choses qu'on avait beaucoup moins en Asie aussi, où on vit beaucoup plus dans l'instant présent. Par exemple, ça va sembler fou pour, des Français, mais pendant, je sais pas 5-6 ans, j'avais pas d'assurance maladie. Ah ouais.
on n'avait pas d'assurance pour notre appart. Si l'appart prenait feu, je me posais même pas la question, en fait, je sais pas ce qui se passait. Et quand on est rentré en France, ça a été très dur parce que voilà, il y a tous ces conditionnements qui sont revenus. Tous les gens qui disaient ah bon, mais tu cotises pas pour la retraite, ah bon, mais t'as pas d'assurance, oh là là, et qui nous transmettaient en fait des peurs. Jette leur propre peur. Exactement, ils projettent leurs propres peurs. Et moi, j'avais réussi à me détacher de tout ça là-bas, tu vois. Donc ça a dû être d'autant plus important pour toi de travailler après ton retour en France, cette intuition au quotidien. J'ai vu sur les réseaux, par exemple, tu faisais beaucoup de méditation, surtout les matins au réveil. Est-ce que c'est une façon pour toi de te reconnecter à ton intuition ou est-ce que tu as des astuces pour se reconnecter? Ouais, alors oui, la méditation, ça fait vraiment partie de mon quotidien. En fait, donc quand je suis tombée enceinte, donc j'ai accouché et 6 mois après, j'ai fait mon premier training pour être prof de yoga. Je pense que le yoga, c'est vraiment un fil rouge qui m'a aidée, pas forcément à me connecter à mon intuition, mais à me connecter à mon corps, à m'accepter comme je suis, à m'aimer comme je suis et à me connecter à mes besoins. À apprendre à écouter mon corps, à écouter mon cœur, à écouter ma tête. Et la deuxième étape, qui s'est effectuée plus ou moins en parallèle, en fait, j'ai fait une formation d'énergétique. Et via cette formation, j'ai fait une autre formation en parallèle, complémentaire, qui s'appelait DPA, Developing Psychic Awareness. Et en fait, c'était une formation de 10 jours de méditation pour développer en traduction littérale, ça serait un don de voyance, mais c'est vraiment cette connexion à son intuition, en fait. Et c'est surtout de développer une certaine confiance, parce qu'on a tous une intuition, mais on ne nous a pas appris d'abord à l'écouter, à s'y connecter, ensuite à l'écouter et ensuite à agir dans la vraie vie en fonction de cette intuition. En général, il y a toujours le mental qui vient contrecarrer. Et donc moi, ce qui m'a vraiment aidée, ça a été cette formation d'énergétique et de méditation parce que dans les soins énergétiques que je donnais, j'avais beaucoup de visions qui venaient donc de mon intuition. Et au début, j'osais pas dire aux gens ce que je voyais, tout ça. Puis au fur et à mesure, j'ai commencé, parce qu'on était en formation, donc voilà, fallait pratiquer. Et en fait, tout ce que je disais résonnait fortement chez les personnes. Et du coup, j'ai beaucoup pris confiance comme ça. De me dire que, ok, mon intuition, elle est juste. Même si des fois, la raison ne sait pas l'expliquer. Voilà, donc du coup, grâce à ça, au fur et à mesure, quand j'entendais cette petite voix, mais des fois, c'est rien, des fois, c'est au quotidien, une petite voix qui te dit tourne à droite alors que d'habitude, tu vas toujours à gauche. Et du coup, maintenant, j'essaye au quotidien d'écouter cette petite voix, même si elle fait pas sens. Et souvent, on a des belles surprises derrière. Donc c'est très proche au final de ce que nous, on met en Europe sous le nom de voyance, de vision, etc. Alors qu'au final, chacun l'a en soi, cette intuition. Oui, plutôt une clarté mentale au final. Hein. Ouais. Et c'est réussir à écarter en fait le brouhaha du mental qui prend beaucoup de place et des émotions. Tout simplement pour se connecter à ce qu'il y a derrière. Et ce qu'il y a derrière, c'est notre vraie nature. Et du coup, tu parlais de la méditation tout à l'heure. Et moi, la méditation, c'est ce qui m'aide vraiment à faire le vide. Alors, pas dans le sens arrêter de penser. Voilà, souvent, beaucoup de gens pensent que la méditation consiste à arrêter de penser et les gens n'arrivent pas à arrêter de penser, donc ils se disent « je sais pas méditer ». C'est pas ça la méditation. La méditation, ça consiste plus à réussir à prendre de la distance. Prendre de la distance avec nos pensées, avec nos émotions, avec ce qui nous arrive dans notre vie pour justement accéder à cette clarté mentale, voir les choses de loin, avoir une overview et du coup, ouais, la méditation, ça m'aide beaucoup par rapport à ça et on croit souvent qu'il faut être dans une salle, au calme, avec des habits confortables pour méditer, mais... Justement, que tu te fais avec tes enfants. Ouais, mes enfants qui me sautent dessus, ouais, et je me rappellerai toujours de mon maître de yoga lors de ma première formation qui me disait que la vraie méditation, c'était quand tu méditais en Inde, au milieu de la rue, avec les bruits, les odeurs, les klaxons, et que c'était ça, la méditation. C'est pas méditer dans une grotte au calme, ça c'est facile. Il n'y a rien qui vient te perturber, sauf que dans la vraie vie, tout vient te perturber, te titiller, te challenger.
Donc voilà, méditer dans le chaos de la maison à 5 heures du mat parce que les enfants sont réveillés. Voilà, c'est mon moyen aussi de prendre la distance et de me reconnecter à mon intuition. Tu méditais déjà avant d'avoir tes enfants ou pas du tout? Ouais, ouais, parce que j'ai commencé le yoga avant de les avoir. Ok. Tu as fait ton Ouais, training après avoir eu le premier, mais tu as ouais, déjà ouais, bien commencé ouais. le yoga avant. J'ai commencé le yoga peut-être 1 an et demi ou 2 ans après être arrivée en Chine. C'était pas du tout mon truc avant, hein. Ma mère faisait du yoga quand j'étais jeune, je trouvais ça nul. Et au début, c'était dur. Quand j'ai fait mon premier scan corporel, c'était horrible. On avait commencé depuis 5 minutes, on était à la cheville tout en bas et je me disais putain, il faut faire tout le corps, ça va être insupportable. Et c'était hyper dur, c'était hyper challengeant. Mais au fur et à mesure du temps, je me suis habituée, puis j'ai continué, puis ça m'aidait beaucoup à gérer mon stress et mon anxiété au boulot et dans ma vie perso. Donc ouais, je méditais déjà, mais au début, quand j'ai commencé le yoga, j'étais plus dans la pratique physique. Tu vois, ouais, la méditation, les scans corpo et tout, ça me saoulait. Et c'est en passant par le physique que j'ai, au fur et à mesure, réussi à dompter le mental et réussi à me poser, et à être plus statique et à aller plus vers des pratiques méditatives. Tu dirais que ça t'a aidé pour ton accouchement aussi? Ah ouais, Ouais. ah ouais. Ouais, ouais, j'ai vu une énorme différence entre les 2 accouchements. Mon premier, donc ça faisait déjà, je suis arrivée en Chine en 2013, 14-15, 2015, donc ça faisait, ouais, 5 ans que je faisais du yoga. Et ma fille, c'était juste après toutes mes formations. Ok. Et mon fils, bon, bah, l'accouchement en soi, la délivrance, s'est plutôt pas mal passé pour un premier, tu vois. Je suis arrivée à l'hôpital, 4 heures après, il était là. J'ai fait un accouchement physio, sans épidural, péridurale en français, pardon. Euh, donc oui, et j'étais en lotus et je faisais des haumes et j'essayais vraiment tu vois, de rentrer à l'intérieur de moi. Et d'ailleurs, j'ai dit à mon mari de faire barrage et que je voulais que personne me parle et personne me touche pour rester connectée, tu vois, à mon moi intérieur, à mon bébé. Donc oui, ça m'avait déjà aidée. Mais j'ai vu une grosse différence avec le deuxième accouchement où j'avais fait toutes mes formations, ma formation aussi d'énergétique, où là, j'étais hyper connectée. Et en fait, j'ai fait tout le travail chez moi, en lotus, dans mon lit, dans la nuit. Et puis, quand les enfants se sont réveillés, je sais plus, 6 heures du mat, j'ai dit à mon mari: «Oh bah, je pense que ça arrive, mais je suis pas trop sûre». Et en fait, on est partis à l'hôpital et j'étais déjà dilatée à 9 et j'ai accouché, enfin 3/4 d'heure après être arrivée, elle est sortie. Et j'avais une maîtrise de mon souffle et une connexion à mon corps telle que dès que la sage-femme me disait: «Poussez plutôt ici ou là», j'arrivais tout de suite à faire ce qu'elle disait. Et du coup, c'est passé comme une lettre à la poste, quoi, comme on Parce dit. que ces réflexes à ce moment-là, forcément. Hem, j'ai pas de souvenir, non. Le premier pour Noan, si, Ouais. à fond, à fond, à fond. Je me rappelle, j'étais allongée sur le côté parce que je voulais pas je voulais me mettre dans les positions que je voulais, donc je les laissais pas me dire comment m'asseoir. Donc j'avais quand même déjà une certaine force intérieure, tu vois? Et donc j'étais allongée sur le côté et là, et ouais, j'ai senti vraiment les poussées réflexes et je leur ai dit: «Il arrive, il arrive». Ils me disaient: «Mais non, il y a 1 heure, vous étiez dilatée qu'à 6, c'est pas possible». Et la nana, bon, je leur ai dit: «Non, non, là, vraiment, il arrive». Elle est quand même venue checker et oui, elle dit: «Ah, on voit la tête, vite». Donc ouais, mais le Luna, non, j'ai pas souvenir, non. C'est vraiment, ça s'est passé naturellement. J'ai accouché assise, voilà, dans la position qui me paraissait le mieux, où j'ai vraiment réussi à m'écouter. Ils m'ont sorti les étriers, je leur ai dit: «Non, non, je veux pas de ça». Et je pense que cette capacité à me connecter, à mon énergie, à mon corps, à mon bébé, a beaucoup aidé, ouais. Et tu penses également que ce passage de maternité, c'est quand même un passage assez initiatique, le fait de devenir Ouais, maman. ouais. Ça t'a aussi challengé sur ta vie professionnelle. On parlait tout à l'heure, ça a réveillé Mmh. ton intuition.
tu étais très carriériste et puis Mmh. soudainement, tu étais même déjà directrice, comme tu le disais, Mmh. marketing, d'une start-up Mmh. et puis soudainement, tu as changé justement un Mmh. peu de voie professionnelle. Au début, tu l'as Mmh. fait, progressivement et Mmh. puis ensuite, ça s'est presque imposé à toi, si j'ai bien Mmh. compris. Mmh. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce que cette maternité, ça a réveillé chez toi dans Mmh. ta vie professionnelle aussi et tes enjeux? Ouais. Est-ce que tu ref Ben, du coup, quand je suis devenue mère, alors ça me trottait déjà dans la tête depuis un petit moment, mais là, d'autant plus, je trouvais que mon travail faisait plus sens. Je trouvais que c'était trop matérialiste. J'avais l'impression de vendre du vent, de vendre des produits à des gens qui en avaient pas besoin, voilà, ça faisait plus sens et du coup, à la fin de mon congé mat, on avait un congé mat assez long en Chine, c'était 6 mois, je crois. À la fin de mon congé mat, bah, c'était en plein covid, hein, j'ai accouché en plein covid quand ça a explosé en Chine et qu'on savait pas ce que c'était très anxiogène et donc d'autant plus, j'avais envie de rester avec mon enfant, de travailler sur mon bien-être, sur son bien-être. J'avais pas envie de retourner travailler ou en tout cas pas comme je le faisais avant. Mmh. Tu avais des gros horaires avant, tu étais Ouais, dédiée au travail? ouais, Mmh. ouais et en fait, je me suis inscrite à cette formation de prof de yoga en sachant que je ne voulais pas travailler à temps plein comme avant en faisant la formation. Donc là, encore une fois, j'ai suivi mon intuition. J'ai vu un post sur WeChat, c'est une sorte de WhatsApp, chinois, qui disait: «Dernier jour pour le early bird, formation, 200 heures TTC, nin nin», d'un studio, un petit studio indien, très humble, dont j'avais entendu parler et je suis allée les voir le jour même avec Nono en porte-bébé et j'ai envoyé un message à mon mari et je lui ai dit: «Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que, voilà, je m'inscris?» Et il m'a dit: «Vas-y». Il avait quel âge du coup ton fils? Bah, à cette époque-là, il avait 2-3 mois. Et tu avais déjà fait tes rééducs et tout ou Bah, c'était en cours sûrement, je sais plus, mais voilà, tellement fort impacté par l'accouchement, comme c'était de manière physio peut-être? ben, si quand même, enfin, j'ai été bien déchirée, mais je sais pas, en fait, ça m'a tirée, tu vois? Je sais pas, il y a une petite voix, ce jour-là, quand j'ai vu ce message, j'ai dit: «OK, c'est pour moi» et j'y suis allée et du coup, je me suis inscrite tout en sachant que je ne voulais pas travailler 5 jours semaine et être au yoga le week-end. C'était 6 mois, tous les week-ends et du coup, mon mari a dit: «OK» pour s'occuper de notre fils, tous les week-ends et du coup, moi, je me suis dit: «OK, bah, je vais trouver une solution pour le boulot et soit ça suivra, soit ça cassera, tant pis». Et en fait, je devais utiliser mais du coup, j'avais beaucoup de congés que j'avais pas utilisés comme je travaillais beaucoup avant et à la base, je voulais utiliser ces congés pour prolonger mon congé mat et partir en vacances en France, plusieurs semaines, pour présenter notre fils à mes parents. Mais Covid, j'ai pas pu partir et du coup, j'ai proposé à mon boss, de travailler à temps partiel en utilisant mes congés. J'ai fait ça, ouais, il a été OK. J'ai fait ça pendant, je sais plus, 4-5 mois, le temps que mes congés durent. Hem et le plus fou, c'est que même en faisant ça, en fait, il m'a proposé, un nouveau poste. Il m'a proposé un nouveau poste. J'ai renégocié un meilleur salaire au proportionnellement, hein. Mmh. Je travaillais moins, donc je gagnais forcément moins, mais proportionnellement, j'étais mieux rémunérée. Et là a commencé, une phase de vie, incroyable où, j'avais vraiment un chouette équilibre. Le matin, à 6h30, je donnais cours de yoga où j'allais moi au yoga tous les jours. Je commençais à bosser vers 8h, 8h30 direct derrière. Je bossais jusqu'à 12h30 à peu près. Je rentrais chez moi, vers 13h et on avait une nounou, à l'époque, nounou, aide ménagère, cuisinière, donc je rentrais, la maison était nickel. Elle nous avait fait à manger, je mangeais avec mon fils, je passais l'après-midi avec lui et c'était chouette, j'avais tout en fait. J'avais, bah, mon bien-être, le boulot, la rémunération, le temps avec mon fils. Voilà, donc ça, c'était vraiment très chouette. Et puis j'étais stimulée intellectuellement parce que du coup j'étais, COO, donc directrice des opérations, donc je travaillais vraiment main dans la main avec le CEO. J'apprenais plein de nouvelles choses et moi j'ai besoin d'apprendre. Mon cerveau a besoin d'être nourri, donc c'était vraiment chouette et jusqu'à ce que je perde mon grand-père,
J'ai perdu mon grand-père soudainement. Donc du coup, j'ai pas pu me déplacer parce que c'était encore pendant le Covid. Et j'étais bloquée. J'étais bloquée émotionnellement. J'ai suffisamment connaissance de moi-même pour savoir que les émotions étaient là, mais que j'arrivais pas à les exprimer. Donc j'ai choisi évidemment de me faire accompagner. Et j'ai fait une séance de breathwork avec un Australien qui ramenait son cacao d'Australie. Enfin bref, c'était vraiment, vraiment incroyable. Donc on n'était que tous les deux. C'était pas une séance collective. C'était vraiment une séance privée. Et voilà, j'ai eu encore une fois plein de visions durant cette séance. Et j'ai vu notamment mon père au-dessus de mon berceau me dire, ça m'amène beaucoup d'émotions de parler de ça, me dire, je sais plus exactement, mais quelque chose du genre vis tes rêves, fais ce que tu veux de ta vie, quelque chose comme ça. Et en fait, je suis sortie de cette séance, c'était le samedi, j'ai démissionné le lundi. Parce que je me suis dit, c'est pas ça mes rêves. Je savais pas ce que c'était à l'époque, mais je savais que c'était pas ça. Et je pense que là, je suis rentrée dans une phase où j'avais vraiment besoin de me reconnecter, de poursuivre cette connexion à moi. Et du coup, j'avais envie de transmettre tout ce que j'avais appris au cours des 15 dernières années. Et donc, je me suis lancée à fond dans la transmission du yoga et les soins énergétiques. Et ça t'a nourri à ce moment-là? Ça t'a permis d'évacuer, de te Ouais, reconnecter? ça m'a nourrie et ça m'a apporté le sens qui me manquait dans mon boulot d'entreprise. Ça m'a J'avais vraiment l'impression d'être utile, tu vois? Et mon plus grand bonheur, c'était à la fin des cours ou à la fin des soins, de sentir ce bien-être, cette libération, des gens qui participaient, ou qui venaient me voir en soins. Et ça m'a énormément donné confiance en moi, heu, sur le fait que j'ai cette compétence et cette capacité à accompagner. Alors je savais que je l'avais dans le monde de l'entreprise. Mais dans le monde de l'entreprise, entre guillemets, si t'es leur chef, ils sont un peu obligés de te suivre. Que là, c'était des gens qui venaient à moi, qui n'avaient aucune obligation de me suivre. Donc je pense que j'ai beaucoup travaillé sur, alors pas sur ma confiance en moi, parce que j'ai toujours eu confiance. Quand je décide de faire quelque chose, je sais que je peux le faire, mais sur mon estime. Beaucoup travaillé sur mon estime, cette phase. Mais après, je vais pas te cacher que ça a été hyper dur, parce qu'après, je suis retombée enceinte une deuxième fois. Du coup, ouais, je suis retombée enceinte en Chine. Du coup, je venais de me lancer, ça faisait que 2 ou 3 mois que j'étais à 100% sur mes activités bien-être. Et que ça marchait bien? Ça a décollé, ça marchait hyper bien. Et j'ai dû arrêter 80% de mon activité parce qu'à l'époque, je faisais du yoga très dynamique. En plus, c'était l'été, j'avais la tête qui tournait, je pensais que c'était la chaleur, mais en fait, j'ai tout de suite compris que j'étais enceinte et que c'était plus possible. Et Cette maternité, elle t'a re-challengée? voilà, elle m'a re-challengée professionnellement. J'ai dû arrêter mes activités professionnelles. Tout ce qui te faisait du bien, t'apportait de l'équilibre. Voilà. Et t'es remis en Exactement. question. Voilà. Et c'est là qu'on a décidé de rentrer en France. Pour quelle raison? Alors, il y a 2 raisons principales. La première, ça a été de se rapprocher de ma famille parce qu'ils avaient toujours pas rencontré mon fils. D'accord. Il avait quel âge à ce moment-là? 1 an et demi. 1 an et demi. Donc, quand on est rentré en France, il avait presque 2 ans. Ah, peut-être. Et puis, financièrement, on avait un salaire en moins et Shanghai coûte très cher et on se projetait pas, tu vois, payer 2 écoles internationales, voilà, moi, je me projetais pas. Et encore une fois, cette décision qui paraît tellement difficile parce que moi, je pensais que j'allais faire ma vie en Chine. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai toujours voulu des chats. Et les chats, c'est des animaux qui sont très connectés aussi. Et je m'empêchais de prendre des chats parce que je me disais toujours que j'allais repartir. Donc, tu le sentais au fond de toi? Ouais. T'allais refaire ce... Et ouais, mais en fait, au moment où j'ai démissionné, j'ai lâché prise, j'ai accepté de suivre voilà, mon intuition. J'ai pris des chats, 2 chats en plus. Et je m'étais dit, c'est bon, Léa, là, ça fait 9 ans que t'es là, accepte, quoi. Tu restes là, c'est bon, tu peux prendre des chats. Et on les a pris et 3 mois après, on a décidé de partir. Et tu les as ramenés avec toi en France? Et on les a ramenés avec nous en France.
Mais donc voilà, donc du coup, on est rentrés et cette décision, elle a été sur une discussion en 10 minutes avec mon mari, on a décidé de partir, quoi. Et d'ailleurs, mes parents ne me croyaient pas. C'était l'anniversaire, je me rappelle, parce que c'était le 15 août, c'était l'anniversaire de mon père. Donc je l'ai appelé pour lui souhaiter bon anniversaire. Donc je l'avais pas vu depuis presque 3 ans. Et je lui ai dit, papa, est-ce que on peut venir chez vous si on rentre en France? Et il m'a dit, oui, oui, bien sûr. Mon père, il est pas du genre à montrer ses émotions ou à trop dire ce qu'il pense. Et 2-3 jours après, ma mère m'a appelée en me disant, ça va pas, Léa, tu déprimes, qu'est-ce qui se passe? Et je lui dis, bah non, ça va très bien. Elle me dit, ah bon, mais ton père m'a dit que tu voulais rentrer. Et je lui ai dit, bah oui, oui, on a décidé de rentrer pour de vrai. Et il me croyait pas sur le coup. Et en fait, notre intuition nous a bien guidés parce qu'on est parti le 29 décembre 2021. Et ça commençait à être compliqué en Chine avec le Covid. Il y avait une deuxième vague et il commençait à être très strict. On nous a même, à cause du Covid, empêché de prendre un avion pour partir en vacances. Enfin bref, je passe les détails, mais ça devenait vraiment strict sur les tests, etc. Sur les déplacements. Et en fait, un mois après qu'on parte, déjà, il y a la guerre en Ukraine, en Russie qui a éclaté et c'était compliqué de prendre l'avion à cette époque. Et en plus de ça, il y a eu... ça a été terrible ce qui s'est passé en Chine et à Shanghai. Ils ont enfermé les gens dans les compounds et les testaient tous les jours. Le premier qui était testé positif, ils étaient embarqués dans des camps. Ils séparaient les enfants des parents. Enfin, ça a été très dur. Les gens, certaines personnes ont manqué de nourriture, alors d'autres pas du tout. Hein. Ça dépend vraiment des expériences, encore une fois. Et le gouvernement chinois a vraiment a organisé des choses incroyables. Mais voilà, ça a été une période très difficile pour tous nos amis qu'on connaît qui sont restés là-bas. Et moi, je crois que notre intuition, en fait, nous a guidés pour éviter ça. Parce que sinon, j'aurais accouché là-bas, dans quelles conditions, je sais pas. Des conditions anxiogènes, en tout cas. Voilà, très anxiogène et 10 fois plus anxiogène que ce que j'avais vécu pour le premier Covid. Donc voilà, j'étais très grateful. Je ressentais beaucoup de gratitude du fait d'être en France pendant que nos amis étaient là-bas et je pense que je dois ça à mon intuition, d'avoir échappé à ça. Et à la fois, j'avais un fort sentiment de culpabilité de pas vivre ça auprès d'eux. Comme si je m'étais échappée et que j'avais lâché le bateau, tu vois, quand le capitaine part. Voilà, j'avais un peu ce sentiment-là. De culpabilité, un petit peu, du coup. Ouais, beaucoup de culpabilité. Mais ça m'a aidé beaucoup aussi à mieux vivre mon accouchement parce que quand j'ai accouché de ma fille, j'ai été du coup testée positive au Covid. Ok. Chose que j'ai pas compris parce que je restais enfermée chez moi, que je voyais personne. Mais bon, voilà. Potentiellement, t'aurais pu être en Chine, en fait. Ouais. Et du fait d'avoir été testée positivement au Covid après l'accouchement, en fait, ils ont éjecté mon mari. Je me suis retrouvée toute seule enfermée dans une chambre avec ma fille. Personne venait nous voir. Enfin, peut-être une fois par jour le pédiatre, quoi. Mais tu vois, il nous déposait le plateau repas derrière la porte et il toquait pour me dire de venir le chercher, mais personne ne voulait rentrer dans ma chambre. Donc j'ai pas dormi pendant 4 jours. Mais en fait, je me disais, it's okay. Parce que les autres, ils étaient en train de souffrir à Shanghai et moi, j'aurais dû être à Shanghai. Et du coup, c'était un peu mon moyen de, je sais pas, de vivre la souffrance. Tu vois, j'avais l'impression que c'était la contrepartie du fait que j'étais pas en train de vivre ça là-bas. Bah, moi, ce que j'étais en train de vivre là, c'était minime comparé à ce que eux étaient en train de vivre là-bas et ce que moi, j'aurais pu ou dû vivre si j'étais restée là-bas. Donc, ça m'a aidé à traverser ce moment plus facilement. Même si ça a été dur et que je suis rentrée chez moi sur les rotules. Mais J'imagine. Tu parlais juste avant que ton mari, la décision, tu l'as prise avec lui de revenir en France. Oui, c'était sa première fois en France. Il avait déjà voyagé ici, mais il avait jamais vécu à l'étranger. Et directement, il t'a soutenu, en tout cas, ou c'était une décision commune. Tu parlais aussi du soutien là du conjoint dans la maternité, qui est quand même normalement capital, et dont tu as été privée pour les premiers jours pour ta deuxième. On dit dans l'entrepreneuriat que le soutien du conjoint est juste fondamental. Sans soutien du conjoint, c'est difficile d'entreprendre, en tout cas de se lancer dans ces expériences.
Tu penses que sans ton conjoint, ça aurait été plus dur déjà de te connecter, enfin de suivre ton intuition, parce qu'il était déjà connecté à ton intuition. Et puis comment lui, il le vit dans tout ça? Hem, alors moi, j'ai un mari qui est quand même assez atypique. Bon, déjà, il est chinois, donc il a une manière de penser qui est complètement différente de la mienne et qui me challenge au quotidien. Et ça m'aide beaucoup à sortir de mes conditionnements dont on parlait tout à l'heure. Et voilà, c'est une petite piqûre de rappel que j'ai ramenée avec moi. Et oui, il a un parcours très atypique. Il vient d'un petit village au fin fond de la Chine où même aujourd'hui, ses parents, les toilettes, c'est encore un trou au fond du jardin. Et il est toujours sorti des cases. Il a toujours écouté. Alors lui, il appelle pas ça son intuition, mais il a toujours écouté sa petite voix intérieure qui lui disait de faire des choses qui rentraient pas du tout dans les clous. Il était en conflit avec son grand-père. Il a été élevé par ses grands-parents essentiellement. Il était en conflit avec son grand-père parce que son grand-père voulait qu'il rentre dans les cases et lui, il voulait pas. C'est le premier de sa famille, de son village, à aller à l'université et à sortir de sa province. Donc c'est comme ça qu'il a atterri à Shanghai. Et pareil, à Shanghai, il a fait des études pour être prof de sport. Il a décidé de pas être prof. Il rêvait de bosser pour les grandes boîtes. Il a fait son trou en passant de job en job. Mais voilà, il a réussi. Il a bossé pour Nike, pour Adidas et pour Decathlon quand on est rentré ici. Donc il a cette force intérieure et cette écoute de soi. Et il fait pas du tout attention au regard des autres. Il en a rien à faire de ce que les autres pensent. Et du coup, il est toujours partant pour tout. Donc moi je suis assez torturée, donc j'ai souvenir de fois quand on était en Chine où je le réveillais au milieu de la nuit et je le secouais et je lui disais: «J'arrive pas à dormir, je vais démissionner». Et il me disait: «Ouais, ouais, vas-y, pas de souci». Et en fait, peu importe ce que je lui propose, quand je l'appelle et que je lui dis: «Je vais m'inscrire à une formation de yoga, pendant 6 mois, il faudra que tu gardes Nono», Nono avait 6 mois à l'époque. Il me dit: «OK». Il me dit tout le temps «OK» en fait. Et du coup, dans tous mes projets, peu importe que ça soit des projets perso ou pro, enfin là par exemple, projet perso, on est parti 3 mois en Chine avec les enfants cet hiver. En fait, il est tout le temps partant. Et il a une confiance en lui, en l'avenir. Il est hyper positif et en fait, peu importe les projets que je lui présente, il se dit toujours que ça va bien se passer. Et en fait, même si ça se passe pas bien ou si ça se passe pas comme prévu, pour lui, c'est pas un échec. Et ça, c'est très chinois et je pense que ça m'a beaucoup appris ça, la Chine, c'est pas des échecs, en fait. Les enfants, quand ils apprennent à marcher, ils tombent et puis ils se relèvent. Mais voilà, c'est le chemin et on a besoin de tomber pour apprendre à se relever et pour se stabiliser. Et pour moi, l'échec fait partie de la vie et fait partie, enfin, c'est pas un échec du coup, mais voilà, d'avoir un peu ouais, voilà, des up and down. Exactement. Et c'est ça qui nous permet d'apprendre et de nous renforcer. Et du coup, mon mari, il joue vraiment ce rôle de soutien à côté et il me donne l'impression que tout est possible et qu'on va y arriver. Et je pense que clairement, je serais pas là sans lui aujourd'hui. Ouais, et c'est grâce à lui, donc de ce point de vue-là, mais aussi du point de vue logistique, parce que mes décisions, elles l'impactent quand même grandement. Je sais pas si tous les maris auraient tout de suite accepté de s'occuper d'un bébé de 6 mois 2 jours par semaine complet. Voilà, mais moi, mon mari le fait. Depuis qu'on est rentré en France, tu vois, je suis partie des fois faire des formations ou du coup, on n'en a pas du tout parlé, mais j'ai aussi une activité de freelance à côté. Donc, des fois, je dois partir quelques jours. Et voilà, et il est toujours là et on s'arrange. Et lui aussi, des fois, il part et des fois, c'est aussi moi qui m'occupe des enfants pour que lui puisse mener à bien ses projets. Et en fait, on se serre les coudes et on se soutient à la fois psychologiquement et dans le quotidien pour permettre à chacun de réaliser ses rêves, de mener à bien ses projets. Et clairement, s'il n'était pas là, c'est sûr que j'en serais pas là aujourd'hui. Et là, lui, du coup, il a aussi de nouveaux projets, parce qu'il s'est lancé dans une aventure entrepreneuriale. Ouais. Et toi aussi, au même moment, ce qui est assez
peu commun au final Mmh. dans les familles d'entrepreneurs. Mais grâce à cette confiance, justement, vous êtes décidé de vous lancer au même moment. Ouais. Et est-ce que déjà tu peux parler un petit peu de ce nouveau projet, ce collectif Youzen? Mmh. En tout cas, au moment où on enregistre, donc en juillet, le collectif, il est tout neuf, tout Ouais. récent, il vient juste de se mettre en place. Ouais. Tu sais que tu peux nous en dire quelques mots? Oui. Bah, en fait, ouais, l'idée, bon, bah, elle remonte à il y a longtemps. Déjà, ben, moi, pendant 12 ans, enfin, ça fait 12 ans parce que je le fais encore via ma freelance, mais j'ai accompagné des fondateurs de start-up à développer leur business. Donc, j'ai été directrice com, directrice marketing, directrice des opérations. Donc, j'ai toujours travaillé la main dans les fondateurs. Et il y a toujours une petite voix à l'intérieur de moi qui me disait: «Un jour, tu créeras ta boîte». Mais j'osais pas, je trouvais ça trop ambitieux. Voilà, j'osais pas le dire à haute voix. Et j'osais pas le rêver, en fait. Mais au fond de moi, j'ai toujours eu ce rêve-là. Et en fait, donc l'année dernière, en fin d'année, moi, enfin mon mari d'abord, il a perdu son boulot. Il a pas perdu son boulot, ça a été compliqué pour lui trouver du boulot en rentrant en France. Du coup, il a fait une alternante pour avoir son master, pour cocher les cases en France. Bref, on lui a promis un CDI qui finalement n'est jamais arrivé. Et 2 mois avant la fin de son contrat, on lui a dit: «Bah, en fait, non, désolé, tu pas de CDI». Donc ça, on est en octobre, je pense, l'année dernière, 2024. Et moi, 1 mois après, en novembre, j'ai perdu mon client. C'est clairement, ce qui nous faisait manger, hein, cette activité que j'avais. Et donc à ce moment-là, on a décidé de partir 3 mois en Chine parce qu'on s'est dit: «OK, on a une fenêtre». Bon, c'est un peu paradoxal parce que d'un seul coup, on a tous les 2 plus de revenus et on décide de partir. Donc encore une fois, on a suivi notre intuition et plein de gens nous ont dit: «Mais vous êtes fous, mais vous devez chercher du travail, mais comment vous allez faire?» Bref, mais du coup, on est partis 3 mois en Chine et c'est là-bas que lui a lancé son projet entrepreneurial. Donc un jour, il avait toujours ce projet un peu en tête, puis ça a évolué au fil du temps et quand on était sur place, il s'est dit: «Tiens, je vais aller visiter des lieux, voir si je trouve un endroit». Il est parti une après-midi. Moi, j'y croyais pas trop et puis il est revenu, il m'a dit: «C'est bon, j'ai trouvé un hangar de 850 m²». J'ai dit: «OK». Vers toi. Donc du coup, il a ouvert un café sport. C'est un café avec autour des terrains de basket, de badminton, de tennis. Lui a toujours travaillé dans le sport. Heu, voilà, donc il a lancé son aventure et en fait, quand on avait tous les 2 notre job, on s'était tous les 2 dit: «OK, on va prendre un petit bout de nos économies chacun pour faire un projet, entrepreneurial à côté». Mais on avait des revenus à cette époque et en fait, là, lui, il a dit: «Bah, en fait, je m'en fous que j'ai plus de revenus, j'ai décidé de faire ce projet, je vais quand même le faire». Et il m'a beaucoup inspirée parce que moi, j'étais bourrée de peur et d'anxiété et de me dire: «Mais on peut pas dépenser de l'argent alors qu'on n'a pas de revenus». On est déjà en train ben, déjà pendant 1 an et demi quand on est rentrés en France, on a vécu à 4 sur nos économies. Ensuite, on a retravaillé tous les 2, donc c'est quand même la 2e fois en 3 ans qu'on a tous les 2 plus de boulot en même temps et qu'on tape dans nos économies. Bon, déjà, on a de la chance d'avoir des économies. Mais donc là, cet argent qu'on avait dédié à nos projets, en gros, on dit: «OK, ben, on le met». Lui, il a dit: «OK, bah, je prends cet argent qu'on avait prévu». Et moi, j'étais là: «Mais attends, bah, là, on n'a plus de revenus, donc la situation a changé». Et lui a dit: «Ben, non, ben, on a dit qu'on faisait ça, donc on fait ça». Donc lui, il avait cette confiance en lui et ça m'a énormément inspirée et du coup, quand moi, j'ai eu mon idée, elle est revenue, bah, en Chine parce que du coup, de retourner en Chine, j'ai de nouveau eu accès à toutes ces prestations bien-être qui faisaient avant partie de mon quotidien et qu'on m'a enlevées quand je suis rentrée en France. Parce qu'en Chine, bah, je faisais régulièrement de l'acupuncture, j'avais toute ma pratique yoga, je faisais beaucoup de massages, j'y allais minimum 1 fois par mois, mais c'était plus 1 fois par semaine. J'allais jamais chez le médecin et toutes ces pratiques complémentaires participaient à la prévention et à l'aspect thérapeutique. Moi, je suis assez migraineuse et donc j'en ai beaucoup moins au fil des années d'ailleurs, mais en Chine, de temps en temps, quand ça m'arrivait de nouveau, ben, j'avais un tout petit début de migraine, je descendais en bas de chez moi, j'allais faire un massage et ça y est, ça partait. Et en fait, quand je suis rentrée en France, ça a été très dur parce que j'ai perdu tout mon équilibre, tous les accompagnements bien-être. Et du coup, Tu arrivais pas à retrouver des thérapeutes, tu avais plus cette
Bah, déjà, j'avais plus de références. Donc en Chine, au bout de 9 ans, j'avais construit mes références, je savais où aller, qui appeler, tu vois? En France, du coup, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment 3 freins. 1, c'était le parcours du combattant pour accéder pour trouver un praticien parce qu'ils ont pas pignon sur rue. Il y a pas des salons de massage partout comme en Asie, tu vois? Donc tu vas sur Google, tu cherches, c'est que les meilleurs qui remontent en haut. Donc du coup, tu vas voir, il y a pas de place avant 2 mois. Il y a un gros manque de flexibilité et d'instantanéité alors que pour moi, le bien-être, ça se vit dans l'instant présent. Et si je vais pas bien, c'est tout de suite, c'est maintenant que j'ai besoin d'aide et de soutien et de me rebooster, c'est pas dans 3 mois. Alors c'est chouette, hein, si on peut faire de la prévention et qu'on peut prendre, rendez-vous tous les 2 mois, mais 3e frein, le budget. Et là-bas, je payais 4 fois moins cher. Et du coup, le fait de faire ce voyage, ça m'a permis de prendre de la distance avec tout ça, de me rendre compte à quel point, tout cet accompagnement bien-être avait été, important pour moi dans mon équilibre. Et de me rendre compte qu'il y a un fort besoin en France, parce que, il y a, enfin voilà, nous quand on est rentrés en France, je me suis pris de pleine face, n'arrêtez pas de parler de stress, de burn-out, de dépression, les entreprises qui se plaignent des arrêts de travail longue durée, cette année Macron qui fait de la santé mentale, priorité numéro 1. Donc il y a un besoin. Mais les gens se tournent pas forcément, vers, le bien-être de par les 3 raisons que j'ai identifiées, donc que j'ai énumérées juste avant. Et à côté de ça, moi, quand je suis rentrée en France, du coup, j'ai vite cherché à me réinscrire dans un cercle de professionnels, du bien-être. Et donc, quand on est arrivé en France, on était à Orléans pendant 1 an et demi. Puis ensuite, on a redéménagé à Lille, quand mon mari a fait son alternance, chez Decat. Et quand je suis arrivée à Lille, je me suis dit: «OK, il faut le plus vite possible» parce que c'était la 3e année d'affilée que je recommençais mon activité de zéro. Je me suis dit: «OK, là, il faut accélérer, on passe la seconde. Comment je vais faire pour rencontrer du monde et tout?» Et donc, j'ai organisé des lunchs entre entrepreneurs du bien-être avec, Ophélia de Maison au Mac, tu connais aussi. Donc on a fait ça pendant environ 1 an l'année dernière et du coup, j'ai rencontré tous ces pros et je me suis rendu compte qu'en fait, en France, c'était pas si simple que ça de vivre d'une activité bien-être. Donc moi, la croissance fulgurante que j'ai vécue, en Chine, à développer mes activités et à très rapidement bien gagner ma vie, voilà, c'était pas forcément le cas en France. Et je me suis rendu compte que beaucoup de personnes se reconvertissaient là-dedans de plus en plus. Le marché devient de plus en plus saturé. Complètement. Et que beaucoup de personnes, continuent à avoir un autre job à côté. Ils font ça on the side. Ou alors ils sont obligés de reprendre un job à temps partiel parce qu'ils n'arrivent pas à joindre les 2 bouts. Ou alors ils comptent sur leur mari. Elles comptent sur leur mari. Alors il y a beaucoup de femmes, hein, dans le domaine du bien-être, même s'il y a aussi des hommes, mais voilà, souvent ce sont des femmes. Il faut que le mari puisse aussi suivre. Voilà, exactement. Et du coup, en fait, ce voyage en Chine m'a permis de me dire, OK, il y a un besoin, il y a une offre, mais il y a pas le pont entre les 2. Et ben, moi, j'ai toujours travaillé dans des environnements tech et digitaux. J'ai travaillé pour un e-commerce, j'ai travaillé pour des objets connectés. Donc ça, tu maîtrises. Donc voilà, c'est mon domaine de compétences. Et du coup, moi, j'ai cherché une solution, digitale. Et dans la prolongation des lunchs entre entrepreneurs que j'organisais, l'année dernière, j'avais déjà cette volonté d'accompagner et de fédérer. Et du coup, je me suis dit: «OK, la première chose que je vais faire, c'est que je vais créer un collectif de professionnels». Et ma casquette business, est revenue. Je pense que, tu vois, on a recommencé à dormir quand on est partis dans ce voyage en Chine. Parce que pendant 4 ans et demi, on dormait pas. Nos enfants se levaient à 5h, 5h30 du mat. Notre fils se réveillait beaucoup. Voilà, ça a été vraiment dur à ce niveau-là et on a recommencé à dormir en Chine. Donc mon énergie, mon niveau d'énergie est remonté parce que des idées business, j'en ai eu des milliers. Mais j'avais pas, je pense, l'énergie pour les mettre au monde et je pense que c'était pas les bons projets. Et là, en fait, tout s'est aligné. Donc j'ai décidé de lancer ce collectif et j'ai décidé de créer, une plateforme de réservation last minute dédiée au bien-être pour aider les professionnels du bien-être à remplir leurs créneaux vides et à optimiser leurs créneaux collectifs. Mais j'ai décidé de faire ça, vraiment, dans une optique de co-création, via ce collectif. Et donc les membres du collectif participent à la création de cette plateforme pour qu'elle réponde vraiment, à leurs besoins, et que ça soit vraiment un outil utile dans le développement de leur activité. Et du coup, mon mari
en lançant, lui, sa boîte, en osant le faire, m'a inspirée parce que je me suis dit: «Ben, si lui, il le fait, pourquoi pas moi?» Et en fait, je pense que ce qui me pousse à écouter mon intuition beaucoup, c'est que, oui, j'ai peur de l'échec, oui, j'ai peur de l'insécurité financière, mais ce dont j'ai encore plus peur, c'est d'avoir des regrets. Et j'ai pas envie d'arriver sur mon lit de mort ou de faire face à mes enfants un jour et de leur dire: «Vis tes rêves» et qu'eux, ils me disent: «Ben, ouais, mais toi, tu pas vécu les tiens». Donc en fait, à ce moment-là, voilà, j'avais une forte petite voix qui me guide aujourd'hui, qui me dit: «Vas-y, lance-toi. Lance-toi et oui, vous avez plus de revenus, mais c'est pas grave, l'argent, c'est une énergie et ça va revenir et si vous faites tous les 2 des choses alignées, ça reviendra». C'est quelque chose que tu as envie de transmettre à tes enfants, toute cette inspiration? Ouais. Est-ce que tu as envie de leur transmettre d'autres à travers ce projet? Hem, Bah, j'ai juste envie, en fait, qu'ils osent être qui ils sont, peu importe, qu'ils rentrent dans le moule ou qu'ils soient différents, mais qui s'écoutent. Qui s'écoutent, et qu'ils osent vivre leurs rêves. Et du coup, je m'impose ça à moi et j'ai peur, mais j'y vais et j'ai cette, je me dis souvent ça, hem, j'ai peur donc j'y vais. Si j'ai peur, c'est que ça bon, bien sûr, il y a la peur, instinctive, d'une voiture, qui déboule et qui va t'écraser où là, tu recules, mais là, pour moi, quand c'est plus une peur, c'est le mental, en fait, qui revient et qui rationalise et qui dit: «Mais c'est pas possible. Vous pouvez pas tous les 2 mettre vos économies dans un business, alors que vous avez plus de revenus». Mais j'ai cette petite voix qui me dit que c'est le bon business et donc c'est pas grave, j'ai peur mais j'y vais et c'est là, je pense qu'on rentre dans notre zone de croissance. C'est là qu'on sort de notre zone de confort et en fait, j'ai envie de montrer ça à mes enfants que on peut sortir de sa zone de confort, qu'on peut vivre nos rêves et on sait pas où ça va nous mener mais c'est pas grave en fait, ce qui compte, c'est d'apprécier le chemin. Et c'est ça que tu aimerais aussi, transmettre, en tout cas, à une femme entrepreneur qui te dirait, «J'ai envie d'entreprendre, mais j'ai peur». Mmh. C'est ça que tu lui conseillerais en disant, sortir de cette zone de confort, Ouais, parfois c'est ouais. juste la solution? Oui et la peur, en fait, elle est dans la tête. Mmh. La peur, elle est dans la tête, mais dès qu'on rentre dans l'action, ben, on se concentre, sur la vraie vie et sur ce qu'on doit faire et on avance et en fait, la peur, elle se dissipe au fur et à mesure. Si on rentre pas dans l'action, la peur, elle reste là. Parce qu'on mentalise, parce qu'on théorise, parce qu'on se projette et avec des «si», on refait le monde. Mais refaisons vraiment le monde et commençons tout de suite. Là, tu as abordé pas mal de ce que j'appelle les blessures des entrepreneurs, Mmh. cette interview. Mmh. La peur de l'échec, on en a Mmh. beaucoup parlé. Mmh. Tu as parlé aussi, de la peur de l'argent, le fait de Mmh. manquer d'argent. Mmh. Moi, j'ai identifié 3 autres blessures, c'est, le syndrome de l'imposteur, Ouais. également, la comparaison excessive qui peut nuire au bon développement d'une Mmh. entreprise, mais également ces blessures, on les retrouve, je trouve, chez les mamans, hein. Ouais. Et puis, cette peur de déléguer et du coup, cette obsession du contrôle. Ouais. Pour toi, ça serait quoi la peur qui prend le plus de place? Ou pourrait prendre le plus de place, à la fois dans ta vie d'entrepreneur, mais aussi dans ta vie de maman? Ben, alors elles ont clairement toutes existé et coexisté et elles sont toutes présentes par moments. Mais là, j'arrive à un stade de ma vie où j'ai vraiment l'impression d'être à ma place et j'ai l'impression d'avoir un peu dépassé tout ça. Hem, oui, j'ai toujours, peur de l'échec, mais en fait, comme je te disais tout à l'heure, je me dis plus que c'est un échec. Peu importe ce qui sort de ce projet, même si ça aboutit pas là où je pense que ça va aboutir, c'est pas grave, ça va m'apprendre des choses, ça va me faire rencontrer des belles âmes et je suis OK avec ça. La comparaison, oui, on se compare toujours, mais en fait, maintenant je me dis que chacun est unique et qu'on a chacun des choses à apporter donc ouais, je me compare de moins en moins. L'argent, on en a beaucoup parlé déjà, mais je pense que ce qui est encore un peu présent, mais que j'essaye beaucoup de lâcher et j'y arrive bien avec Yuzen, c'est le fait de déléguer et d'accepter de perdre le contrôle et je pense que la maternité m'a beaucoup aidée avec ça parce que clairement avec les enfants, ben, on peut pas être constamment dans le contrôle
Ça m'a beaucoup appris à lâcher prise. Et donc je travaille là-dessus et notamment dans le cadre de Yuzen, j'ai rencontré un associé où j'ai eu un vrai coup de cœur professionnel et on se connaissait pas et du jour au lendemain on s'est mis à travailler à fond ensemble et ça m'a fait bizarre. Encore ton intuition qui t'a aidé à Ouais, te trouver. encore mon intuition et ça m'a fait bizarre parce que je me suis fait la réflexion, je me suis dit: «Ouh putain, je perds le contrôle». Mhm. Parce que du coup lui il bosse sur la tech et j'ai aucune idée de ce qu'il fait et de comment il fait. Enfin, tu vois, je vois le résultat, mais je contrôle pas du tout. Mhm. Et et en fait, dès le début, je me suis dit: «C'est OK, fais confiance et confiance. Donc, l'intuition, Suis ton intuition, apprendre à faire. c'est la bonne personne». Apprendre à faire confiance, ouais. Et s'il y a vraiment un mot que je donnerais, bah, écoute ton intuition, oui, mais surtout aie confiance. Et confiance en toi et en l'avenir. Ouais, Mm. ouais, aie confiance en toi et en l'avenir et si chaque jour tu fais tu prends des décisions alignées, tu fais des choses qui te font du bien, bah, l'avenir, il sera forcément trop cool. Alors que si aujourd'hui tu te tortures à essayer de prévoir ton avenir, bah tu vis pas pleinement l'instant présent et du coup peut-être que tu vas passer à côté de ta vie. Donc vis dans le présent, fais des choix alignés au quotidien et comme ça t'avanceras dans la bonne direction. Tu disais que c'était la peur de, enfin, en tout cas, le fait de se comparer, c'était OK pour toi. Ça te touchait pas forcément. Mais on peut aussi s'inspirer d'autres Oui, personnes. Est-ce que tu as oui. des femmes qui t'inspirent au quotidien? Oui, alors bah, Cette c'est marrant que tu aies posé cette question parce que du coup j'ai lu rapidement les questions hier soir et il y avait cette question et c'est la seule question où j'avais un blanc et en fait, je me rends compte que j'ai jamais eu d'idole, même petite. Ouais, mais en fait, déjà moi j'ai souvent évolué dans un monde d'hommes, même aussi loin que je me souvienne, au collège, au lycée, j'avais souvent un mec avec qui je traînais, on était souvent à 2. Et dans le monde professionnel, bah, dès que j'ai commencé à être dans les boards de direction des boîtes, c'était essentiellement des hommes. Même encore aujourd'hui en freelance, c'est quasiment que des hommes dans mes meetings. Et je pense que je me suis un peu construite par rapport à ça. Hem, il y a une femme qui m'a énormément inspirée quand j'ai fait, mon année de césure avant de partir en Chine, parce que je pense que c'était la première re et la seule, directrice. Donc c'est la seule femme manager que j'ai eue et elle m'a énormément inspirée et je me suis dit: «Je vais faire comme elle. Je vais devenir directrice marketing». Bah, voilà et c'est ce que j'ai fait. Hem et après, moi je suis plus inspirée, au quotidien, tu vois? C'est des petites choses, ouais, c'est plus mon intuition qui va m'inspirer et je pense que ça m'aide justement, je vis un peu dans une grotte, tu vois? J'ai pas la télé, j'écoute pas la radio, bon, bah, sur Instagram, voilà, c'est le seul truc. Mais avant, je me comparais énormément, tu vois? J'achetais énormément de fringues de marque parce que ça me donnait mon identité, ça me permettait d'appartenir à un groupe et cetera. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai confiance en ma propre énergie et oui, je m'inspire des uns des autres, mais voilà, j'ai pas une réponse claire qui vient, comme ça. Eh bien, on arrive doucement à la fin de cette conversation. Merci pour ta générosité, ta transparence et ton énergie si douce et puissante à la fois. Merci à toi. Peut-être que tu peux nous dire pour finir, quelle est la dernière fois où tu as suivi ton intuition cette semaine? Waouh, je sais pas. En fait, ça fait tellement partie de mon mode de fonctionnement que je pense que je m'en rends pas compte. La seule chose que je sais et que je pourrais te dire, c'est que je sais quand je suis alignée, parce que c'est physique, en fait. Et toute ma vie, j'ai eu des problèmes de digestion et en fait, quand, je suis alignée et que je suis mon intuition au quotidien, ben, j'ai plus de problèmes de digestion. Voilà et donc là, depuis que je me suis lancée dans le projet dans le collectif Yuzen, ben, j'ai plus de problèmes de digestion, donc je sais que je fais les bons choix.
Même si je ne saurais pas te les donner exactement, tu vois. Et justement, où est-ce qu'on peut te retrouver et on peut retrouver le collectif Youzen? Est-ce que tu as déjà des réseaux sociaux? Alors oui, essentiellement Instagram, du coup, comme je disais. Donc sur les réseaux, tu l'as mentionné tout à l'heure, c'est lea.wang, wng.mama. Et le collectif Youzen, du coup, c'est collectif.youzen, youzen. Très bien. Et du coup, la plateforme sortira à la rentrée, si tout va bien. Si tout va bien, donc juste avant la sortie de cet épisode. Exactement. Tout va bien. Ouais. Un petit peu pour le timing. Eh bien, merci d'avoir été avec nous. Et à toutes les mamans et femmes à l'écoute, osez, tester, rater, recommencer. L'intuition, ça se muscle aussi. Et comme le dit si bien Léa, vivez sans regret. Merci. Merci à toi.